Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je vais poursuivre pour vous la lecture d'une œuvre de l'auteur Jules Renard qui s'intitule Les Cornifleurs, un roman publié en 1892 qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Henri, un homme assez opportuniste décrit comme un parasite qui en fait va parvenir à berner une famille de bourgeois très riches en vacances en Normandie, plus précisément au bord de la Manche. Il s'agit donc de la famille Vernet. Vous verrez comment il va réussir à parvenir à ses fins et aussi de quelle manière il va s'y prendre pour justement entourlouper cette famille richissime. Je poursuis tout de suite pour vous la lecture. Avant cela, n'oubliez pas d'ores et déjà de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN de l'émission. Mais pour l'heure, eh bien, restez avec nous sur D8. Très belle nuit à toutes et à tous. Il faut l'avouer, je n'avais jamais cru sérieusement que l'adultère de Madame Vernet se réaliserait. J'y pensais, j'en caressais complaisamment les images, mais il n'offrait que la séduction d'une beauté littéraire. Il devait passer, tandis que nous rêverions. Et voilà que je me trouvais devant lui. Il était là, matériel en chair vivante et palpable. Il me disait « Il est temps d'empoigner cette femme, de la serrer sur ton cœur, de la vider pour la rejeter ensuite. Il est temps de tromper Monsieur Vernet. Peut-être en mourra-t-il. Mais il est temps de t'installer à sa place, de lui voler la femme après avoir mangé sa soupe. Il est temps d'être un misérable pour de bon, car c'est fini de rire. Et prépare-toi à tout, car ce brave homme de mari peut, au lieu de larmoyer, prendre un revolver et te casser la tête. Cela arrive. Assez rêvassé. Vis et fais vite. Madame Vernet s'impatiente. Elle me serre le bras fortement. C'est un supplice, dit-elle. Parlez donc. Vous me faites souffrir. Je me décide à répondre avec un sourire niais. Mais c'est donc vrai? Tu m'aimes donc? Mais elle, qui se serait donnée si je l'avais enlacée, brutale et muette, trouve que la soufflette trop tôt de mes paroles. Ne me tutoyez pas, dit-elle. Elle fixe les planches de sapin de ma chambre, comme si elle y suivait la vibration de mon tutoiement. Je ne sais plus ce qu'il faut faire ou dire. Je ne sais plus. Nos mains s'étreignent cependant, je lui offre ma chaise. Je lui offrirai aussi bien de quoi écrire. Elle murmure. Nous sommes coupables. À qui le dit-elle? Je veux faire de l'esprit. Nous ne le serons, nous, jamais davantage? Voilà encore un mot qui lui déplaît. Elle va me dire, restons-en là, et partir. Mais elle non plus, elle ne sait pas où nous en sommes. Elle lève sur moi ses bons grands yeux qui se brouillent et s'efforce de me regarder. Je préfère cela. Mais qu'elle pleure. Pleurons tous les deux, elle assise à ma table, moi accoudée dans l'ovale de l'œil de bœuf. Nous nous oublions l'un et l'autre. Il y a peut-être dans cette chambre étroite une jolie femme et un jeune homme qui la désirent, mais il y a surtout deux êtres qui sont effrayés, sans savoir pourquoi, parce que le souhait de l'un s'est accompli trop vite, parce que les nerfs de l'autre se sont brisés d'une seule crise, et parce qu'enfin l'instinct du bonheur est venu. Henri. Franchement, nous ne sommes pas gais. Calmez-vous, chère madame, vous allez vous faire du mal. Madame Vernet, m'aimez-vous au moins, Henri? Henri, si je l'aime. Elle me demande si je l'aime. J'élève et j'abaisse les bras lentement, et puis je l'embrasse sur le front, sur les yeux, comme si c'était ma fonction. C'est ainsi. Je ne vois pas Madame Vernet. Je vois la situation que nous nous sommes faites, la vie qui se prépare et ses événements possibles, l'adultère qu'il faudra consommer. Quand Madame Vernet a un bruit de pas dans l'escalier, se sauve et m'envoie un baiser de toute la largeur de sa main, je le lui renvoie, machinal, comme si je jouais au volant avec une petite fille sans entrain, pour lui faire plaisir. Prise d'habitude. Monsieur Vernet, que se manigance-t-il derrière ce front? Depuis 2 jours, vous me faites une tête, vous travaillez trop. Son rire n'a rien d'infernal. Ce qui s'est passé entre Madame Vernet et moi ne l'a point changé. Henri, ne faites pas attention. Je ne sais pas prendre la vie comme elle est et je la dramatise. Et pourtant, jamais adultère ne fut, comment dire, plus innocent que celui de Madame Vernet. Notre crime restera longtemps une ébauche.
Monsieur Vernet ne s'absente pas seul. Marguerite appelle à chaque instant Madame Vernet, et dans cette maison de verre, il faut ouater ses soupirs. Les pêcheurs Cruz nous donnent l'exemple. Ils se meuvent comme des crabes dans une caisse d'eau. De notre côté, nous avons saisi la manière la plus silencieuse de défaire nos souliers, de les poser par terre, de remuer nos cuvettes, de tousser, lèvres serrées, et de nous étendre sur nos lits sans les faire gémir. Quand Madame Vernet peut monter dans ma chambre, nous avons l'air enroués. Comme elle m'avait donné une mèche de ses cheveux, je lui ai dit que cela m'avait fait bien plaisir, mais je n'en ai pas redemandé. Madame Vernet, où l'avez-vous mise? Je ne sais pas. Je veux serrer ma maîtresse contre moi, mais elle se dégage et met un doigt sur sa bouche. Si on nous entendait. En effet, je perds toute prudence. Madame Vernet me rationne. Elle fixe chaque matin, à son lever, ce qu'elle m'accordera dans la journée. Elle ne veut pas encore que je la tutoie. C'est trop tôt. Plus tard, nous verrons. Elle temporise. Elle marche sur une glace craquante. Mais vous, au moins, tutoyez-moi. Cela me serait si doux. Elle prend une demi-mesure. Le tu et le vous disparaissent autant que possible de ces phrases. Je ne sais plus à qui elle s'adresse. Quand je cherche ses lèvres, elle me donne sa joue et prétend que c'est la même chose, que c'est aussi bon. Et elle s'en va, elle me laisse, interdit, les bras déployés. Ma bouche rentre en elle-même. Ce sera gentil de nous aimer ainsi. Un peu long. Elle est rajeunie, elle me parle trop de mon avenir, elle me jure de n'être jamais un obstacle dans mon existence. Madame Vernet, je ne vous aime pas au sens ordinaire du mot « aimer ». Je n'entends rien à ces subtilités, je me préoccupe, durant ces courtes apparitions, de baiser au vol un bout d'oreille, une paupière, je saute pour agripper des cerises trop hautes. Madame Vernet, je vois que vous ne me comprenez pas. Il est vrai que je vous aime, je vous l'ai montré en étourdi. Est-ce une raison pour me traiter comme une femme de rien? Vous voudriez jouer à la maman et me prendre sur vos genoux? Impossible. Madame Vernet, il me faudra donc céder. Je ne suis pas une coquette, voyez-vous. Je me garderai de vous faire souffrir, et vous verrez que nous nous en repentirons. Henri, puisque vous vous résignez, je vous accorde du répit. Madame Vernet, merci, et pour te donner une marque de mon affection, tu vois, je te tutoie, mais je ne le ferai que peu de temps. Henri, et pourquoi pas toujours? Oh, Madame Vernet répondit, ces hommes avec tout leur esprit ne devinent rien. Oui, ça me gêne de te dire tu continuellement. Même quand personne ne nous écoute? Oui, il faut que je sois préparée, entraînée, que les circonstances s'y prêtent, que mon attitude m'y force. Enfin, il faut que ça vienne tout seul dans la conversation. Autrement, c'est drôle, tu ne trouves pas? Non, dit Henri. Moi, je suis toujours entraînée. Je n'ai pas besoin de suivre un régime comme un boxeur, un cheval de course. Monsieur Vernet l'appelle. Travaille, me dit-elle en se sauvant. Elle aussi veut que je travaille. Tous s'unissent contre mon repos. Marguerite s'en mêle et me demande parfois. Ça coule-t-il, monsieur Henri? Oui, ça coule. Comme ci, comme ça. Marguerite, vous avez de la chance. Au couvent, quand je fais une narration française, jamais ça ne coule. Écrire. Non, ça ne coule pas du tout. Madame Vernet m'a dit, savez-vous ce que je voudrais? Je voudrais vous voir faire une belle œuvre, un roman par exemple qui me serait dédié et où vous mettriez un petit peu de moi. Elle m'a demandé cela, timide, en regardant ses doigts. J'ai promis. J'ai toujours promis, sans hésitation, aux gens qui m'ont paru le désirer, de leur dédier un roman de mon cru où je raconterai leurs histoires. Je fais même l'offre spontanément. Autrefois, quand je couchais avec des filles, je ne manquais point de décliner mon titre d'homme de lettres avec ostentation. J'écrirais sur toi un article dans un journal pour te faire de la réclame. Très peu ont accepté cette promesse comme prix d'une nuit d'amour. Chaque matin, Madame Vernet vient chercher des nouvelles de son roman. J'ai pris au lycée l'habitude de dormir avec l'air de lire mon livre. Les coudes sur la table, le menton au creux de mes mains. Même aujourd'hui, il me suffit de m'asseoir dans cette attitude pour provoquer le sommeil. Madame Vernet s'y trompe.
Elle attend que j'ai fini de travailler, que je me réveille, retient son souffle et ses gestes, en arrêt sur mon inspiration, coite comme une perdrix surprise. « À la bonne heure, me dit-elle, si je me retourne les yeux clignotants. » Elle veut voir, je la repousse avec fermeté. « Non, quand ce sera fini. » Madame Vernet, n'allez pas vous fatiguer, vous tuer pour moi. Ne vous alarmez point. Si je lui disais que je ne fais rien, elle en serait froissée et me répondrait. Je ne vous inspire donc pas. Elle se croit aussi muse qu'une autre pour l'homme qu'elle aime. Je frotte vivement mes mains. Matin, ça marche, encore quelques pages comme celle-ci, et je n'aurai qu'à me présenter au guichet de l'opinion publique pour toucher la gloire. Elle a confiance comme moi et elle me baise au front. Madame Vernet, je te laisse, mon poète, continue donc. Et elle va se promener, sans moi, que c'est embêtant d'écrire. Passe d'écrire des vers, on peut n'en écrire qu'un à la fois. Ils se retrouvent, et à la fin du mois, on joint les bouts. Et puis, il y a la rime qui sert de crochet pour tirer, hisse, hisse, jusqu'à ce que le vers se rende et se détache. Passe même d'écrire une petite nouvelle. C'est court comme une visite de jour de l'an. Bonjour, bonsoir à des gens qu'on déteste ou qu'on méprise. La nouvelle est la poignée de main banale de l'homme de lettres aux créatures de son esprit. Elle s'oublie comme d'une relation d'omnibus. Mais c'est un roman complet avec des personnages qui ne meurent pas trop vite. Mes jeunes confrères me l'ont dit. Tu réussis les petites machines, mais ne t'attaque jamais à une grosse affaire. Tu manques d'haleine. J'en conviens. J'ai besoin de souffler à la 3e page, de prendre l'air, de faire une saison de paresse. Et quand je retourne à mes bonshommes, j'ai peur comme si je devais renouer avec une maîtresse devenue grand-mère pendant mon absence, comme si j'allais traîner des morts sur une route qui monte. Je me vois revenue en classe après ma majorité, mais j'ai mon œil de bœuf à côté de moi, sous la main. Des bateaux s'en vont, d'autres rentrent et se déshabillent de leurs voiles. Le flot monte, les vieux rochers se couvrent d'écume, pères de famille vénérable, mais ivres qui renversaient en buvant de la mousse de champagne dans leurs barbes. La mer est moutonneuse, un invisible et infatigable menuisier lui rabote le dos et fait des copeaux. N'y tenant plus, je cours rejoindre mes amis qui se baignent. La plage. Celle de Taléou est toute petite. On marche pieds nus sur un sable fin et doux comme un ventre de femme. On se baigne sans cérémonie. Une femme debout au creux d'un rocher, la main en garde-crotte sur ses yeux, feint de regarder quelque chose au loin. Un vapeur sans doute. On cherche. Cependant, elle se déshabille par escamotage et on la retrouve en costume de bain. Avec des gestes chasseurs de mouches, elle s'avance à la rencontre de la mer. Elle pousse des cris et s'exerce à sautiller en l'air comme un jouet mécanique, à se jeter sur la tête, les épaules, les seins, de pleines mains de sable mouillé et de filandreux varèches. La mer a beau faire le chien couchant, dès qu'elle s'approche, la baigneuse s'enfuit, plaintive et gloussante vers son rocher. C'est ainsi que se baignent presque toutes ces dames. Galamment, le maire avait fait planter 2 poteaux, tendre des cordes pour faciliter leurs ébats, natatoires, disait-il. Elles eurent peur, non de l'eau, mais de ces cordes, qui se tordaient comme des serpents dans leurs jambes. Elles prétendaient qu'on apprend mieux à nager sur le bord. La mère, en colère, a roulé les cordes, arraché les poteaux, emporté le tout. Ces dames adorent les rondes. Elles se tiennent par la main, tournent, fouettées d'éclaboussures frénétiques, avec des rires de sauvagesse qui vont faire un bon repas, manger le missionnaire garrotté en cuisant à petit feu. De temps en temps, un baigneur aimable les avertit. « Doucement, mesdames, pas par là, vous vous trompez, la mer est de ce côté. » Une baigneuse. « Tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, je prends mon bain. Le docteur me l'a recommandé. » Une autre. « Ne trouvez-vous pas que l'eau salée porte mieux que l'eau douce ?» Une autre. « Je l'avais déjà remarqué, on se sent d'une légèreté, il ne faudrait pas faire d'imprudence. Une vague vous enlèverait comme une plume. » Une autre. « Commencez-vous un peu à nager ?» Une autre. « Oui, mais je n'aime point me mettre sur le dos. Il m'entre de l'eau dans les oreilles. » Une autre. « J'avoue que je ne fais pas encore bien aller les épaules. Mon mari m'a pourtant montré hier soir sur un petit banc. » Une autre. « On se baigne, n'est-ce pas, pour son plaisir.
On ne tient pas à faire du genre. Un physique sur un tabouret regarde les baigneurs. Sa tête maigre, douloureuse, supporte péniblement un large chapeau de paille, à l'abri lui-même sous une ombrelle blanche doublée de vert. Il ne peut pas tenir en place. Il va sans cesse, s'asseoir ailleurs, sa chaise collée à lui. Il semble toujours qu'il s'assied pour la dernière fois. Ses coudes, ses genoux crèvent l'étoffe. Sa bouche, grande, cherche un peu de vie. Soudain, de l'une des cabines sort un vieux prêtre en costume de bain noir. Ces dames se le désignent en chuchotant avec respect. Il porte une cuvette de zinc et un mouchoir blanc. Il descend à la mer, courant à petits pas, trempe ses doigts dans l'eau et fait le signe de la croix. Laminé par l'âge, il se ratatine pudiquement, le corps en demi-cercle, si effacé qu'il paraît vouloir montrer son dos de tous les côtés, à la fois. Ces dames se sont tues, comme s'il allait officier. Il emplit sa baignoire, la soulève, verse l'eau froide sur son crâne, les pieds joints, le corps droit silhouetté au charbon sur le verre-bouteille de la mer. Il jette la cuvette, met sa tête dans le mouchoir qu'il noue sous le menton, s'avance au milieu des flots, se baisse pour enfoncer plus vite, se retourne sur le dos et se laisse emporter, les bras étendus. Régulièrement, il plie les jambes, les genoux à fleur d'eau et les détend avec force. La lame le voile, on ne distingue plus que la tête enveloppée du mouchoir blanc, et quand une vague le soulève, il ressemble à un Christ d'ébène hors de service qui s'en va à la dérive, couché sur un matelas et pris d'une rage de dents. Point de vue. Madame Vernet a fait choix d'un costume collant, révélateur, couleur de chair, transparent. Les regards se posent sur elle comme des guêpes. Elle sent la piqûre, mime l'effarouchement et la honte. L'étoffe mouillée fait feuille de papier à cigarette. Elle la pince du bout des doigts, la tapote, mais le tissu retombe et s'appuie. Elle est vêtue de caresses. Quel amant frénétique pourrait d'une étreinte serrer ses formes d'aussi près? Madame Vernet imite la canne et s'assied par terre. Nous sommes autour d'elle une rangée de messieurs intéressés. L'apparition d'un morceau de chair nous fait scier. Chaque mari se braque sur la femme du voisin et oublie la sienne. On s'amuse. Les dames aussi s'amusent. Quand un homme sort de l'eau ruisselant, les cheveux pleureurs, moulés ou de pauvres académies, elles savent apprécier, sourire, tousser. C'est entre les deux sexes un discret échange d'attitudes. Un peignoir s'ouvre au moment où les attentions sont fixes et se ferme. Des gorges bâillent, des reins roulent avec lenteur. Puis nous jouons au jeu de l'ensevelissement. Une baigneuse se couche et des mains actives travaillent. À la recouvrir de sable. Les principales élévations sont les pieds et les seins. Un frétillement, un soupir, tout s'écroule. Il faut appeler à l'aide, la plage entière s'y met et se partage l'ouvrage. Un monsieur prend une cuisse pour lui, un autre se réserve le ventre. Deux associés unissent leurs efforts autour des hanches. On fait la chaîne, comme dans les incendies. La baigneuse lutte contre tous avec des éclats de rire qui la secouent. C'est doux, c'est chaud, c'est bon. Elle crie. Pas dans le cou, pas dans les oreilles. C'est fini, tout a disparu jusqu'au menton. On peut chercher. Il ne reste pas à l'air un point gros comme la tête d'une épingle. Ces messieurs n'ont plus rien à faire. Ils s'essuient le front, parlent de leur appétit. Sous son édredon de sable, la baigneuse déclare qu'elle va mourir. Elle respire à peine. Et les yeux clos, languissante, elle allume ses pommettes. À qui le tour? Monsieur Vernet. On ne fait de mal à personne. Regardez monsieur et madame Villard qui rentrent à leur cabine. C'est un ménage renommé au loin pour sa bonne entente. Vieux mariés déjà, ils s'aiment comme au premier jour. Ils se déshabillent ensemble dans la cabine du prêtre, qui est l'oncle de monsieur Villard. Ils se baignent ensemble, s'apprennent à nager, se tiennent par la main, se saluent, mêlent leurs exclamations de joie et ne sortent de l'eau qu'ensemble, bras dessus, bras dessous. Amaigris par l'amour, ils ne font que sucer des pastilles de chocolat que parfois ils échangent, de bouche à bouche, dans un baiser. Ils brûlent, ils se consument, indifférents aux colibés des hommes et aux avertissements des docteurs. Tous les 6 mois, le mari est obligé d'aller à l'hôpital.
Monsieur Vernet, l'eau éteint le feu. La mer ne peut pas les calmer. Au contraire, elle les ravive. Vous allez voir. Henri, qu'est-ce que je vais voir? Ils sont rentrés? Monsieur Vernet, vous allez voir, vous allez voir. Ses narines vibrent comme un fumé d'un bon plat. Les messieurs, oubliant la baigneuse qui fait la morte dans son cercueil de sable, épient la cabine et se consultent. Avez-vous vu? Non, vous vous trompez, monsieur, je crois. Il s'avance de quelques pas, penché. Henri, que va-t-il se passer? On dirait que vous guettez un lapin. Monsieur Vernet, chut, voyez-vous qu'elle remue? Qu'est-ce qui remue, dit Henri. Monsieur Vernet, eh bien la cabine. Tenez, la voyez-vous? Henri, après, toutes les cabines remuent quand il fait du vent et quand il y a quelqu'un à l'intérieur. Monsieur Vernet, mais la leur remue à cause de ce qu'ils font. Henri, expliquez-vous donc. Monsieur Vernet, quelle explication vous faut-il? Vous ne comprenez donc rien aujourd'hui? Oui, oui, après leur bain, chaque fois, sans manquer, sur les planches même, dans leur boîte d'1 mètre cube. Monsieur Vernet me fait des signes de la main, me prie de me taire et de le laisser à ses observations. Prêtez-moi donc votre lorgnette. Allez, vite, vite, dit quelqu'un. C'est empoignant. Les dames regardent de côté, la baigneuse enterrée se met sur son coude, et dans les flots, une autre baigneuse reste immobile, droite, heurtée par la vague naïade inquiète. Mais le vieux prêtre de retour du large, et courant à petits pas sur la grève, va frapper à la porte de la cabine. Grelottant, dégoûtant avec sa cuvette de zinc sous le bras, il ne ressemble plus qu'à une marchande de maléfices qui vient de faire, par une averse, ses provisions pour le prochain sabbat et attend qu'on lui ouvre. Pas de gâchage. J'aime de plus en plus mes amis, pour le bon motif. Je ne me hâte pas vers la fin, vers le moment où Madame Vernet sera ma maîtresse, vers l'irrémédiable. Il est heureux que Monsieur Vernet soit, comme on dit, constamment sur notre dos, et je voudrais lui garder toujours une affection sans trouble et une estime sans réserve. Je suis comme les autres, il n'y a que les bons sentiments qui me réconfortent. Jamais une saleté morale, même réussie, et faisant honneur à mon adresse, ne m'a contentée. L'amitié de Monsieur Vernet m'est chère, et le souvenir de la bonté de son cœur m'impressionnerait dans le mal. Aussi, tandis que les frayeurs de Madame Vernet retardent notre chute, j'apporte de mon côté à la réalisation de nos désirs mes cailloux d'achoppement. Dans ma mansarde, quand nous nous excitons sans mesure que les caresses nous irritent et que cela va tourner au vilain, j'écoute, l'oreille tendue vers l'escalier, un bruit qui nous interrompt. Il m'arrive de m'arrêter trop tôt, d'être en avance sur le signal d'alarme. Madame Vernet, voyons, n'est-ce pas gentil de nous aimer ainsi? Comme je n'ai qu'une chaise, je la garde d'abord pour moi et, frottant mes genoux, j'invite Madame Vernet à venir s'asseoir dessus. Elle refuse. Je lui cède la place et nous feuilletons mes calepins de verre. Elle a remarqué que j'étais susceptible et elle les apprécie tous en bloc. Beaucoup. Oui, dit Henri, ceux-là ne sont pas mal. Je les ai faits en 10 minutes à 3 heures du matin avant de me coucher. C'est la nuit que je travaille le mieux. Il m'en vient quand je dors, je me lève, j'allume ma bougie, je mets mes verres sur un bout de papier, je me recouche. Je me suis relevée jusqu'à 10 fois, ma descente de lit était jonchée d'allumettes. Ceux-ci, je les ai composés sous un arbre par une pluie battante. Mon calepin était trempé. Le crayon se délayait comme lorsqu'on écrit avec une plume sur du papier buvard. Cela, je ne peux pas vous dire. Madame Vernet, pourquoi? Mais pourquoi donc? Henri, je les ai tracés sur le dos d'une femme, oui, pendant qu'elle remettait sa jarretière. C'était un pari, j'ai gagné, il y en a 12, vous pouvez compter, j'en ai fait des plus mauvais. Ce sera donc la fin pour cet épisode. C'est l'heure de se quitter, mais je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette œuvre de Jules Renard. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Il vous suffit donc de taper #VBN pour l'heure. Passez une très belle nuit ou une belle journée. Restez avec nous sur D8. À très bientôt.